avant la rétrogradation et la liquidation des sociétés anonymes à support professionnel, le SASP et GF38, vous savez qu'il y a 2-3 ans, elle a été en liquidation. Il y avait une subvention comme prestation de service, ça s'appelle, en fait, on fait des prestations pour la publicité, pour ceci, pour cela, qui était à hauteur de effectivement la différence. Donc la SASP recevait une certaine somme, de mémoire de 300 000 euros, quelque chose comme ça, et l'association GF38 qui est chargée de s'occuper des clubs de jeunes, etc., et normalement, mais s'occupe aussi du centre de formation qui sert au sport professionnel, quand même des accointances assez fortes avec la société professionnelle, avec complément. Et quand le club a été rétrogradé en CFA 2, je rappelle, 5e division, ils ont considéré que de toute façon elle avait vocation à redevenir professionnelle, et donc on allait ajouter les deux à l'association GF38, qui était la seule structure qui existait, pour leur permettre de continuer d'exister et dans quelques années se retrouver en professionnel. Ce qui pour le moment a raté, puisqu'il reste en CFA cette année. Mais nous on a évidemment voté contre, mais c'est pour vous dire, voilà l'explication. Donc c'était une opération tiroir d'une ligne à une autre. Quant au Palais des Sports, bon, on a encore eu le débat au dernier conseil municipal, il faut savoir que la démocratie voudrait que quand il y a un changement d'équipe municipale lors d'une élection, on puisse rebattre les cartes et revoir les choses. Là, ils ont fait ça pour GEG qui a un contrat de reconduite de 30 ans, ils vont le faire probablement pour d'autres structures, pour bétonner. Là, ils viennent de reconduire pour 1 an, donc au-delà des élections, la convention qui nous lie avec le Palais des Sports. Le Palais des Sports, c'est une association, je dirais, de longue main, c'est-à-dire c'est une fausse association qui n'a pas d'adhérents. On avait aussi le cas avec la Maison de la Culture, qui d'ailleurs a disparu parce que c'est devenu un établissement public de coopération culturelle, donc ce n'est plus un statut associatif, mais il y avait une subvention qui était certainement la plus forte de la ville de Grenoble, qui était à la MC2, ou à la Maison de la Culture, ancienne version. Ça a disparu. Donc pour revenir au Palais des Sports, c'est vraiment un scandale parce que là, vous comptez uniquement la subvention qui est versée en numéraire au Palais des Sports. On ne compte pas l'usage du bâtiment, et là, si on le comptait, c'est peut-être pas 1 150 000, c'est 2 millions d'euros que ça vaudrait. Et puis, il y a d'autres travaux qui sont faits. Le Palais des Sports est un bâtiment qui est ville de Grenoble, avec le Grenoble fait de l'entretien, etc. Et même le compte, on a appris que chaque année, quand il y a les vœux du maire, il y a 80 000 euros qui sont versés en supplément de ces 150 000 pour louer la salle pour la soirée. Voilà ce que je pourrais vous m'étendre sur d'autres cas. En complément... C'est pas du sport. Il y a 4 soirées maintenant, les 6 jours de Grenoble sont 4 jours de Grenoble, 4 soirées pseudo-sportives. Le reste, c'est des grands spectacles, Jean-Pierre Foucault et compagnie, pour les gens qui aiment, qui n'aiment pas. 42 soirs par an, je crois. Il y a eu un rapport d'une mission qui a montré qu'il était sous-utilisé, que malgré l'installation des installations, on pourrait en faire 40% de plus. Eh ben non. Et les comptes nous inquiètent beaucoup parce que comme c'est une association, on ne peut pas vérifier exactement comme une société. Et il faut savoir que c'est tenu par le même qui a mis à l'Expo avec 2 millions d'euros de déficit, et qui a été décoré d'ailleurs de la Légion d'honneur par Michel Destot récemment. En complément, je voudrais juste dire que les enfants qui ont des activités socioculturelles, qui veulent faire des spectacles, sont obligés d'aller dans les villes limitrophes pour pouvoir faire les spectacles, l'Hexagone, etc. Alors que le Palais des Sports ne sert pas pour ce genre d'association. Donc c'est quelque chose auquel on réfléchit, et je pense qu'il faudrait voir comment les équipements municipaux peuvent servir aux associations, et aussi notamment les écoles, et puis les terrains sportifs, etc., pour que ça soit à l'usage de tous. L'utilisation des équipements de la ville par les associations. Moi, je suis président du ski, et il y avait autrefois une grande course au ski à Grenoble. On a voulu réinstituer ça l'année dernière, et donc on a décidé de louer la halle Clémenceau, enfin de demander l'utilisation de la halle Clémenceau, et on a dû quand même payer 4 500 € pour la louer une journée. Donc d'un côté, la ville nous subventionne à hauteur de 28 ou 30 000 €, mais d'un autre côté, on nous comprend, et je ne vous dis pas le nombre de dossiers qu'il a fallu signer pour monter le protocole d'utilisation. Donc bon, voilà. C'est pour te dire que, tout ça pour dire que l'utilisation des locaux de la ville est coûteuse, et que les services, même je dirais qu'il y aurait une volonté de temps en temps des élus de faciliter cette utilisation, mais qu'il y a les services administratifs, le service des sports c'est 220 personnes, et qu'il y a un barrage entre les deux, entre les associations et les élus avec qui on peut avoir très bonne relation, et là il y a les services, et ça ne fonctionne pas aussi simplement. Cet impact, je voulais d'un côté réagir aux associations, et de l'autre côté aussi à l'intervention du CCSE, du secteur 6, parce que moi je suis actif dans le secteur 2,
Et chez nous, ça se passe comme on peut mieux. Mais d'abord, pour les associations, nous avons au CCS2, en effet, dans un avis, formulé dans un avis sur le vivre ensemble qu'il faudrait renforcer encore le tissu associatif à Grenoble et au centre-ville. Parce que c'est le mortier de la société pour un vivre ensemble harmonieux. Quand on discute ça avec les élus, et j'y viendrai dans 1 ou 2 minutes, dans un cadre plus informel et moins conflictuel, ils sont tous d'accord. Mais ils ne vont pas oser accouper le GF38 ou les musiciens du Louvre, ou imaginez-vous, quel élu proposerait à accouper les musiciens du Louvre sous prétexte que chaque concert qu'il donne à la MC2 revient à 100 000 €. Il se fait tout de suite descendre. Donc du coup, les grands, ils resteront là où ils sont, et les petits resteront là où ils sont. C'est très lent à changer. Les élus, ils savent que ce qu'il soit du Vert, du UMP ou du PS. Par contre, ce qui a été dit tout à l'heure sur le rôle conflictuel des associations, et ça me ramène au CCS, c'est très important. Pour faire de la représentation des intérêts des uns ou des autres, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Un local, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir des salariés, comme le parlait des sports, qui sont bien cher payés. Ça, on le fait en tant que militant. Et les associations ont un rôle important à jouer dans la démocratie participative. Et je crois, pour le sujet qui nous occupe ce soir, il est plus important les associations qui sont tout en bas du tableau et leur rôle pour la formation de la vie dans la société qu'elle choisit à prendre. Et les CCS, là je reviens au CCS2, les CCS, ils regroupent au centre-ville, le CCS2, beaucoup de personnes de nos quartiers qui en quelque sorte sont des associations qui représentent donc des points de vue d'habitants d'un quartier, centre-ville, Notre-Dame, l'hiver pour Vincent par exemple, et qui permettent de canaliser, les CCS qui permettent de canaliser une multitude de vues. On a tout à l'heure entendu de la part du CLUC que c'est pas facile de mettre tout le monde d'accord. De canaliser, de formaliser, de synthétiser. Donc, mais c'est consultatif. Quand les élus ne veulent pas, on ne votera pas pour eux la prochaine fois. C'est consultatif et c'est pas déterminatif. Et dans le fonctionnement de CCS2, là où c'est des petits projets, même production de quartier, quand le monde de quartier fonctionne bien, elle travaille avec les élus du secteur, avec les techniciens, et beaucoup de petites choses se règlent d'une manière très bien sur le terrain, même à la Villeneuve, n'est-ce pas? Mais les grandes choses, les grands projets, où là ça craque. Les grands projets sont difficiles à mener, difficilement financés. Moi je le sais moi-même, je fais mon boulot, certains grands projets. Et si on a en plus toutes ces associations qui veulent dire leurs mots, c'est encore plus compliqué. C'est pas une raison pour ne pas les faire parler, pour ne pas recueillir leurs avis, pour ne pas les prendre en compte. Mais à mon avis, ce qui est important, c'est que la structure qu'on met en place pour ça, qu'on ne la change pas tout le temps. Et ça nous ramène un peu à ce qui a été dit tout à l'heure, pour Grenoble Factory, il y a eu un truc, un machin qui était mis en place ad hoc. Alors qu'on avait déjà les CCS2 et les CLUC. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une structure, de la maintenir dans la durée, de la faire travailler et de lui donner aussi quelques moyens. Après, ça fait revenir les choses vers les élus, les techniciens, s'ils les prennent en compte, très bien. S'ils ne le font pas, la prochaine fois, on votera plus pour eux. Et il y a puis une deuxième chose, là, j'anticipe un peu pour le conseil municipal. La majorité à Grenoble, moi je suis étranger, j'ai vu d'autres choses ailleurs, et d'ailleurs je trouve que les élus sont plutôt plus ouverts qu'ailleurs. On peut s'en féliciter, il faut parfois dire des choses bien. La majorité fonctionne extrêmement fermée sur elle-même. Quand on est présent un avis du CCS2, un groupe de travail de la majorité avec les techniciens, avec les élus, c'est des bonnes discussions, c'est du suivi, c'est ouvert, on discute très bien. Quand on va au conseil municipal, ça a été verrouillé avant, c'est un bloc monolithique, pire, moi je suis allemand, j'ai visité la RDA, dont on veut exister. Un politburo ne peut pas être plus verrouillé que la majorité de votre loi.
fois qu'elle a pris sa décision. Mais il faut le dire avant, ça peut être à l'intérieur extrêmement divers, riche et pas du tout fermé. Mais au contraire, ça peut être très ouvert. Nous avons pu voir, par exemple, dans des discussions que nous avons menées sur les vivre ensemble, sur la charte de la vie nocturne, que les avis peuvent changer, que la majorité peut basculer dans un ou l'autre sens. Mais il est clair qu'une fois là, c'est pris, moi je ne voudrais pas être comme Gilles Koultz, au conseil municipal, il faut être presque masochiste pour faire ça tous les mois. Ça fait du bien d'entendre certaines choses qu'on porte dans le coin de notre tête, qui sont dites par des gens qu'on ne peut pas accuser d'être liés à un parti ou à un autre franco-français. La parole à la majorité municipale. Oui, bonsoir. Moi, je suis François Pérez, mais je suis là. Je ne suis pas là sur le commande du bureau. Du bureau, hein, je suis au voisin, même si je suis à l'adhérence du PC depuis plus d'un demi-siècle. Donc, je voulais dire, par rapport aux associations, je ne sais pas, j'étais au fond, je n'ai pas vu quel était le montant global alloué à l'ensemble des associations de la ville, qu'elles soient sportives, culturelles, parents d'élèves et autres. 24 millions. 4 millions, et en proportion par rapport au budget général, ça fait combien? 300 millions. Non, 300 millions. 10%, non, c'est ça, non? Alors c'est pour savoir s'il y a effectivement stagnation, recul ou progression par rapport au budget tel qu'il est. Donc ce serait déjà avoir une appréciation. Ensuite, sur le... j'ai pas de réponse, moi, sur les élus qui sont là et qui sont très ouverts, très proches d'ailleurs. Je pense pas que les élus municipaux soient débranchés de la réalité économique, politique et sociale de leur ville. Je ne vois pas non plus l'opposition systématique entre eux et les citoyens, parce qu'ils sont proches de nous, ils sont proches, enfin, ils sont proches, en tous les cas, moi c'est ce que je vois. Mais cela dit, sur le Palais des Sports, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans sa gestion, ne serait-ce que moi, qui suis aussi un militant du sport, lorsqu'on a supprimé la piste à vélo, définitivement, on a viré du Palais des Sports une quantité de clubs cyclistes de la région qui n'ont plus accès à cet équipement alors que sa vocation initiale c'était aussi ça. Donc là c'est vrai, il y a une vraie question, mais j'ai posé aux élus qui sont là aussi, qu'est-ce qui se passe qu'il n'y a pas de maîtrise, qu'il n'y a pas de connaissance de la gestion de ce Palais des Sports qui est justement avec la personne qui a embarqué la ville avec Alpexpo d'une façon assez... Enfin, disons, d'une manière assez inadmissible, c'est mon point de vue. Voilà, donc ça c'est un premier point que je voulais soulever. Mais globalement, sur l'intitulé de l'invitation qui m'a fait venir, et sur l'ambition qui est énoncée par les organisateurs, c'est-à-dire élaborer, co-construire des solutions pour aboutir à un programme alternatif dans le cadre des élections municipales, il me semble que il y a deux problèmes, je crois. C'est d'abord que Grenoble, ce n'est pas un îlot singulier et qui est isolé du reste de la France et de la situation économique, politique et sociale qu'elle existe. Je veux dire que les contraintes qui pèsent sur une collectivité publique, locale ou territoriale, sont celles aussi qui sont imposées globalement. Je veux dire, s'il y a recul des aides de l'État, il y aura forcément des contraintes qui vont peser sur le budget. On peut toujours reventiler les sommes à l'intérieur du budget lui-même, mais sauf augmenter les impôts, on ne va pas non plus faire croître les subventions des associations ou donner plus de moyens. Donc là, il y a un problème qui fait qu'il y a un contexte général à examiner. La deuxième question deuxième point que je questionnerai, c'est la démocratie. Est-ce que la démocratie en France, elle existe réellement aujourd'hui? Et de quelle démocratie on parle? Alors c'est vrai que si on la compare à la Russie, la démocratie, ou à la Chine, au parti État ou à d'autres régimes, on est en pays démocratique. Sauf que en 2005, le référendum de 2005 qui dit non au traité constitutionnel européen, les dirigeants ils ont dit le peuple il s'est trompé, on va faire autrement. Et en 2012, on a voté pour le changement, c'est maintenant. Et puis on nous dit non, le changement c'est pas maintenant. Donc la démocratie aussi, elle doit être questionnée par rapport à ce que les citoyens en ressentent et à la croyance qu'ils ont dans l'efficacité de leur intervention. Sinon, si on ne fait pas de lien avec les réalités telles qu'elles sont, il y a beaucoup de gens qui vont dire mais à quoi bon je vais me déplacer, à quoi bon je vais venir, puisque ce que je dis ça compte pas, puisque quand je vote ça compte même pas. Et donc voilà, même ma fonction
d'électeur ou d'électrice en tant que citoyen n'est même pas intégré dans la décision les décisions qui ensuite sont mises en œuvre. Donc je pense que là aussi, il y a une réflexion. On ne peut pas débaucher le fait local du fait ambiant, je dirais, du fait national. Donc voilà, moi, c'est en ce sens que je poserai ma question, parce que, bon, par bonheur, la France est un pays d'associations extrêmement vivace. C'est vrai que quelqu'un a parlé de dépérissement, je crois que c'est Jean-Manac, c'est ça, tout à l'heure. Et les difficultés, bon, mais c'est aussi lié parce qu'on a perdu la notion d'éducation populaire. On a un budget de la jeunesse et des sports de l'éducation populaire. On a une ministre qui est totalement transparente et quasiment inexistante. D'ailleurs, on se demande à quoi, si vraiment elle existe en tant que ministre, en tant que ministère, et elle a en charge l'éducation populaire. Je suis trop long, excusez-moi. Comme le président. Alors voilà, donc, si on n'atteint pas aussi ces questions-là, on va pas y avoir. Oui, je voudrais juste me permettre une intervention juste sur le lien avec l'État. Effectivement, et si l'État diminue ses aides aux collectivités locales, je voudrais juste savoir à ce moment-là pourquoi est-ce qu'on avait, ou la ville de Grenoble avait 250 000 € à mettre dans Grenoble Factory. Très bonne question. C'est ce qu'on appelle un choix politique. Juste une petite remarque sur cette histoire d'association. Effectivement, c'est extrêmement divers et il y a des choses très différentes. Il y a des associations normales, loi 1901 normales, etc., dont Alain Manac vantait les mérites, et puis il y a des associations qui ont des vrais rôles de mission de service public, notamment celles qui agissent dans le domaine de la solidarité. Hein, il y avait l'AGEXA qui a été indiqué, il y a l'ODTI, il y a les solidarités X et Y. Et ces associations qui ont des missions de service public, on devrait les traiter tout à fait différemment. Parce qu'à partir du moment où elles gèrent presque un service public, qui coûte moins cher à la collectivité quand c'est fait par des associations, eh bien, il devrait y avoir des contrats qui soient stables sur le moyen terme. Ce qui n'est pas le cas actuellement, et donc ça rejoint un petit peu la remarque de François Pérez sur le désengagement de l'État. Mais il n'y a pas que le désengagement de l'État, il y a le désengagement du Conseil général, il y a le désengagement de la métro, etc. Et il y a beaucoup d'associations, notamment dans le secteur de la solidarité, qui se retrouvent asphyxiées. Et là, je crois qu'il faut qu'il y ait quand même une décision politique de la ville, et notamment donc, du maire, de prendre des décisions claires là-dessus, et effectivement de faire des choix. Les 24 millions sont stables depuis des années à Grenoble, mais effectivement, il y a des évolutions à l'intérieur, et je crois qu'il y a des moyens, disons, de faire des économies sur un certain nombre de subventions. On a évoqué le palais des sports, ça c'est clair que là-dessus, c'est tout à fait anormal ce que l'association qui gère ça. En plus, comme dit Gilles, c'est la part d'adhérents. Là, c'est un aspect totalement antidémocratique. Le conseil municipal ne gère pas réellement cet aspect-là. Et donc, il faudrait que sur les associations de solidarité, eh bien, il y ait une gestion complètement différente sur les autres. Et je crois que là, il y a des problèmes, disons, de contrat. Je ne dis pas de délégation de service public, on n'en est pas à ce niveau-là, mais de contrat, de convention claire, afin que les gens puissent effectivement faire leur mission normalement et qu'elles ne soient pas des systèmes où les collectivités font des économies en mettant en péril des emplois et surtout ils répondent à des besoins réels de la population. Alain avait déjà démarré sur les associations. Je m'excuse de reprendre la parole. Sur la notion de service public que tu viens d'évoquer, et je vais revenir sur les chiffres qui sont mis sur le secteur enfance. Jeunesse, c'est pas que jeunesse, hein, c'est enfance aussi. Enfance, oui. C'est extrêmement important que dans des quartiers populaires, les enfants puissent participer à des activités de loisirs éducatifs, etc. À partir du moment où on a ça, si on considère qu'une association peut gérer un centre de loisirs sur un quartier populaire, ça veut dire que les parents sont décideurs. Ça veut dire que les parents qui mettent leurs enfants dans ce centre de loisirs sont décideurs des orientations pédagogiques et éducatives. Ce n'est plus du tout le cas quand c'est une délégation de service public. Et je pense que le maintien d'une vie associative forte autour de ces choses-là contribue très fortement à la paix sociale, simplement, et à l'harmonie éducative d'un quartier populaire. Je suis administrateur du centre de loisirs de mon quartier, je m'intéresse à la santé morale et éducative des enfants de mes voisins. Et ça, c'est important. Et cette dynamique-là, elle est plombée aujourd'hui, complètement plombée. À Grenoble, hein, partout.
parce qu'on ne fait plus, on ne donne plus les moyens aux habitants de devenir des administrateurs compétents. La formation des bénévoles en France, c'est 24 millions d'euros. J'ai été administrateur de ce Fonds national de développement de la vie associative, 24 millions d'euros distribués pour former des bénévoles, à être gestionnaires, à être éducatifs, à concevoir des projets éducatifs, à se battre pour les faire tenir, à tenir tête aux élus qui municipalisent à tour de bras. Rien ne remplacera dans un quartier populaire une gestion associative et des habitants, et surtout pas les agents de développement local. Oui, je crois qu'on est nombreux à partager cette notion de subsidiarité, c'est-à-dire ce qui peut être fait par les associations, autant le laisser à la responsabilité. La mairie devant contrôler, quand même, la municipalité devant contrôler qu'il n'y ait pas d'abus dans l'utilisation des moyens généraux. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'un grand nombre d'entre nous partagent. Bonsoir, donc, je voulais juste témoigner, c'est pas que je suis un fanat des CCS, mais j'en ai co-présidé pendant 3 ans. Et bon, entre les deux, la relance des CCS, on a élaboré un petit peu qu'est-ce que pourrait faire le prochain CCS. Donc c'était les CCS 1, et donc j'avais mis à l'époque l'idée de faire un budget participatif sur le secteur 1, notamment pour ce qui concerne les travaux de proximité. Bon, dans mon esprit, effectivement, il fallait quelque chose d'ambitieux, avec des enveloppes conséquentes et des services municipaux qui acceptent de partager un petit peu le pouvoir sur les décisions à prendre, etc. Bon, la municipalité, en tout cas, a choisi une forme d'expérimentation, on va dire assez modeste, assez contrôlée, avec tout ce qu'on a déjà dit. Bon, ceci dit, l'expérience sur un budget de 150 000 euros, alors vous voyez, 150 000 euros, un trottoir à 20 000 euros, enfin, vous trouverez 7-8 opérations sur 3 quartiers. Bon, ça reste encore modeste, mais il y a eu quand même tous les diagnostics en marchant avec les habitants pour faire le tour du quartier, voir ce qui ne va pas, l'inventaire des travaux, la priorisation, la hiérarchisation, le choix qui est fait en assemblée, réunir d'habitants, même si, hélas, il n'y a pas beaucoup de monde qui est investi et qui participe, mais bon, voilà, je voulais juste signaler ça comme une expérience qui s'est faite sous ce mandat-là et dans le cadre du CCSE. Donc moi j'ai juste suivi les 2 premières années, les 2 dernières années je ne suis pas allé aux assemblées, mais en tout cas l'initiative continue, existe encore et sans doute à relancer, à généraliser peut-être dans tous les secteurs de la ville. Et puis éventuellement, pourquoi pas étendre aussi, parce que là c'est uniquement des travaux de proximité, mais on pourrait aussi penser au social, à la culture. Par exemple, créer un budget qui soit un peu de l'ordre du bien social sur chaque secteur et dans chaque quartier, et où on puisse dire chaque année, tiens, si la mairie met à disposition 50 000 euros par quartier pour des actions qui favorisent le lien social, là il y a plus un appel à projet qui est interne au quartier, et là il y aura des priorisations de dire tiens, qu'est-ce qu'on donne à la fête de quartier, qu'est-ce qu'on donne à telle association qui propose une animation à tel moment de l'année, un collectif d'habitants qui mobilise, parce qu'il sait qu'il y a des crédits et que donc ça vaut le coup éventuellement d'émettre une idée, alors qu'aujourd'hui, vu que les crédits sont déjà consommés, sont déjà affectés, donc aujourd'hui c'est pas la peine de présenter une nouvelle idée, apparemment qu'elle soit ultra géniale et ultra soutenue avec des ballons et des lobbies, quoi. Sinon aujourd'hui c'est pas tellement la peine d'aller faire des propositions nouvelles à la ville de Grenoble. Voilà, si on redonnait un peu de mou, il y a plus de confiance d'ailleurs entre la mairie et ses habitants, ça c'est plus général ce propos, mais je veux dire, ce type d'initiative ça montre aussi et ça responsabilise aussi les habitants. Apprendre à savoir combien coûte un trottoir ou la réfection d'une chaussée ou la sécurisation d'un point noir piéton et compagnie, bon ben ça met un petit peu les ordres d'idées en tête, donc c'est pas plus mal aussi. Donc et les gens, il ne faut pas les prendre, voilà, je trouve que la mairie n'a pas assez confiance parce qu'elle croit que les habitants pourront venir juste pour dire non ou dire tiens je veux 100 balles chez moi et puis le reste ne m'intéresse pas, mais tout ça c'est des mauvaises vues des habitants parce que la majorité des gens viennent et quand on leur explique avec un peu, voilà, on prend un peu le temps, il n'y a pas de raison, tout le monde comprend qu'on est bien obligé de dire cette année on fera ça, et l'année prochaine on fera ça, et l'année d'après on fera ça. D'ailleurs, on peut même imaginer le grand programme de petits travaux qui est élaboré en début de mandat et qui s'échelonne sur au moins 5 ans. Voilà, donc en gros, c'était pour revenir un petit peu sur terre là, par rapport aux dispositions nationales, donc dire qu'à partir de la base, on peut faire des choses intéressantes. Je crois qu'effectivement c'est intéressant ces histoires d'appel à projet. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas basculer d'un fonctionnement récurrent à uniquement appel sur projet parce que ça a des biais. Je pense qu'il faut trouver un équilibre effectivement entre des besoins récurrents comme on en entend parler par exemple pour les associations de solidarité et les appels à projet. Donc ça a décidé, ça a discuté, mais à trouver un bon équilibre.
Une dernière intervention avant qu'on bascule au point sur le conseil municipal. Je voulais rebondir au propos de monsieur qui parlait, je ne sais plus son nom, qui parlait du contexte national. On est en train de réfléchir. François Pérez. Pardon, monsieur Pérez. Donc, on est en train de réfléchir aux distributions actuelles, aux ventilations qui est établies entre toutes les subventions et aux logiques de priorité dans ces distributions, dans ces redistributions entre le social, la jeunesse, la culture, etc. Je ne résiste pas à vous lire, dans le contexte économique de récession qui va s'approfondir pendant plusieurs années, un tout petit texte de 5 phrases de Rousseau qui dit la chose suivante. Le contrat social est nécessaire, selon Rousseau, lorsque les besoins de chacun sont supérieurs à ce que chaque homme peut faire pour y subvenir par lui-même. Pour survivre, il leur faut alors s'unir et agir de concert. Je pense qu'on va avoir au niveau municipal à être confronté à ce que Rousseau appelait le contrat social, c'est-à-dire qu'il va y avoir la nécessité de prendre en charge de l'alimentation pour un nombre croissant de gens, de l'hébergement pour un nombre croissant de gens, sauf à accepter l'idée qu'on puisse aller au concert des musiciens du Louvre en regardant dans le journal le lendemain qu'il y a eu encore 2 morts cette soirée.